Nouveau numéro de décryptation New York Info. Merci de nous rejoindre. Interpellé le 16 janvier dernier à Lomé en exécution de mandat d'arrêt burkinabé. L'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, fait face à de graves accusations de tentatives de déstabilisation émanant des autorités de Ouagadougou. Exilé au Togo depuis plus de 2 ans, Lomé a officiellement confirmé son extradition vers son pays, le Burkina Faso. On en parle avec vous. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est officiel, Lomé a confirmé par un communiqué l'interpellation, l'audition, mais également l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Tout à fait, c'est devenu officiel puisqu'il y a un communiqué qui a été produit qui indique clairement la procédure qui a été utilisée pour l'extradition. Il est vrai que quand le communiqué sortait, certains savaient déjà qu'il y a eu extradition, puisque chez nous les journalistes, il y a ce que nous appelons les sources militaires, les sources de sécurité. Bon, quand ces sources ont donné un certain nombre d'informations, c'était clair qu'il avait quitté le Togo. D'ailleurs, même ça avait créé une confusion au départ parce qu'on parlait d'expulsion au lieu d'extradition, alors qu'entre les deux, il y a vraiment tout un fossé. Quand on expulse quelqu'un et quand on extradite quelqu'un, ce n'est véritablement pas la même chose. Paul-Henri Sandaogo Damiba était donc en exil au Togo depuis plus de 2 ans. Mais comment expliquer cette extradition que maintenant, après plusieurs accusations? Quand on voit ce que le communiqué dit que l'État togolais a été saisi le 12 janvier. Dans le communiqué, on ne fait pas état de saisie antérieure au 12 janvier. Est-ce que c'est la énième saisie? Est-ce que c'est la première saisie? On n'a pas un élément concret nous permettant de le faire. Alors que quand il s'agit d'extradition, c'est l'État qui veut recevoir la personne, qui saisit l'État où se trouve la personne. Donc le Togo ne peut pas se lever faire de l'extradition de Damiba. Il faut que ça soit demandé par le Burkina Faso ou bien par un autre pays, parce que on n'extradite pas quelqu'un vers son pays d'origine seulement, on peut l'extrader également vers un pays où il a commis des crimes graves où on veut le juger. Parce que quand on dit extradition, ce n'est pas ramener quelqu'un dans son pays seulement. Ici, le communiqué ne permet pas d'en savoir plus. Bien que quand on regarde du côté burkinabé, plusieurs fois, quand il y a eu coup d'État, il a été nommément cité par les autorités du Burkina comme faisant partie ou comme étant le cerveau du coup d'État, de la tentative, parce qu'il faut plutôt parler de tentative de coup d'État. Et plusieurs fois, son nom a été cité. Qu'est-ce qui s'est fait pendant ces moments-là? On n'a pas encore les éléments d'information, mais toutes ces choses vont sortir petit à petit puisqu'il a été extradé, certaines langues vont obligatoirement se délier. Et le communiqué n'a pas non plus précisé l'événement suite auquel le pays a saisi donc Lomé pour demander donc l'extradition de l'ancien président de la transition, mais on s'en souvient, les événements du 3 janvier 2026. Oui, ce qui est curieux. Est-ce qu'il y aurait un lien direct selon vous? Ce qui est curieux quand on regarde le contexte, tout le monde s'est dit il a été extradé à cause des événements de la nuit du 3 au 4 janvier. Mais quand vous lisez le communiqué, on est plus en face de crimes économiques. Bien que, je ne sais pas si c'est un juriste qui l'a écrit, on a bien caché les choses. Parce que quand vous prenez le communiqué, ils nous disent il est poursuivi pour détournement criminel de deniers publics. On est dans les crimes économiques. Enrichissement illicite criminel, corruption, on est toujours dans les crimes économiques. Mais ensuite, on nous dit incitation à la commission de délits et crimes, sans précision. Là où on a mis crime. On continue après pour dire recel aggravé, blanchiment de capitaux. On est toujours dans les crimes économiques. Vous voyez que les crimes économiques ont été très bien précisés. Mais quelque part, on a dit crime sans en dire plus. Alors que si on revient sur le communiqué du ministre de la Sécurité du Burkina, il disait qu'avec cette tentative de coup d'État, l'objectif c'était d'éliminer directement le président Ibrahim Traoré avec un pistolet ou bien de miner la maison. Mais quand on dit crime tout court, ça peut rentrer dedans. Mais le communiqué ne fait pas de lien avec les événements du 3 et du 4 janvier. Nulle part le communiqué parle de coup d'État, bien que dans le contexte,
C'est à cela qu'on pense, parce que le ministre, quand il parlait de coup d'État, il l'avait également désigné comme étant le commanditaire de cette tentative de coup d'État. Et quel rôle ont pu jouer les relations diplomatiques entre Lomé et Ouagadougou dans cette décision d'extradition? Au lendemain de la tentative de coup d'État, lors d'un décryptage sur la question, j'avais dit il y a des règles en la matière quand on veut faire de l'extradition. Il y a une procédure à suivre. Tout à fait. C'est tout à fait différent de quand on veut capturer une personne ou quand on veut faire de la livraison. Parce qu'il faut l'appeler comme ça. Et quand on regarde le communiqué, les règles semblent avoir été respectées, même si on peut s'interroger sur la rapidité. 12-16, la période est extrêmement courte. D'habitude, les demandes d'extradition durent parce que le pays cherche des garanties, on s'assure de ceci, de cela. On veut avoir des éléments probants sur ce sur quoi on accuse la personne. Parce que Damiba, qui a été extradé d'un point de vue juridique, jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme innocent. Il a encore droit à sa présomption d'innocence, puisqu'il est accusé, il n'a pas été jugé pour qu'on dise qu'il est coupable. Ça fait que le pays qui extrade prend un certain nombre de précautions. Et dans tous nos pays, à peu près, les règles sont les mêmes. Première règle, on ne doit pas faire d'extradition pour des raisons politiques. Règles qui ne sont pas toujours respectées. Bien que c'est un principe qui se trouve au niveau de nos pays, qui se trouve également au niveau des textes internationaux auxquels nos pays ont adhéré. La deuxième règle, il faut que l'infraction soit quelque chose de grave. C'est-à-dire ce n'est pas pour des broutilles qu'on va extrader une personne. La justice togolaise doit donner son avis. Vous avez bien vu dans le communiqué, on parle d'une audience qui a eu lieu. C'est-à-dire c'est passé par la justice parce que ça part de la justice du Burkina qui veut juger un citoyen burkinabé qui se trouve au Togo, qui saisit le ministère des Affaires étrangères, qui va saisir le ministère des Affaires étrangères au niveau du Togo, qui va saisir la justice du Togo pour dire voilà ce qu'on nous a envoyé contre une telle personne, pour qu'à partir du Togo, les juridictions se prononcent sur la question. Dernier élément qu'on retrouve un peu partout, la garantie du respect des droits de la personne qui doit être extradée. Dans le communiqué, vous avez tous ces éléments qui reviennent. Maintenant, on peut facilement dire qu'il y a des garanties, mais quel est le mécanisme, quels sont les éléments qui permettent maintenant de contrôler, de surveiller la garantie que, comme le dit le communiqué, sa dignité d'officier supérieur, puisque le communiqué le cite, en disant qu'on leur a donné la garantie que sa dignité d'officier supérieur va être respectée. On verra ce que ça va donner. Ils ont également garanti que son intégrité physique ne prend aucun risque. On se pose encore beaucoup de questions, mais par exemple, à quoi peut-on s'attendre maintenant concrètement concernant la suite judiciaire une fois que l'ex-chef de la transition a été extradé et qu'il est maintenant de retour dans son pays? C'est normal qu'on se pose beaucoup de questions. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui était en situation d'asile au niveau du Togo pendant 2 ans. Quand vous demandez à cette personne de partir, c'est gênant pour le pays qui avait reçu la personne. C'est pourquoi quand vous regardez ce communiqué, très certainement, il a dû être écrit, réécrit 10 fois pour que rien ne filtre, qu'il n'y ait rien qu'on puisse lire entre les lignes. Ça montre qu'il y a quelque part une gêne parce qu'on extradit une personne qui, quelque temps auparavant, était plutôt l'hôte du Togo. L'autre élément, et je l'avais dit lors de l'autre émission, il faut qu'on accepte que les choses se fassent dans les règles. Quand je dis les choses se fassent dans les règles, aucun pays africain ne doit pouvoir accepter que, à partir de son pays, de son territoire, que quelqu'un se mette à vouloir organiser un coup d'État contre un autre pays. On ne peut pas dire nous allons vers l'Union africaine alors que c'est nous qui nous faisons des coups du matin au soir les uns contre les autres. Ce serait contradictoire par rapport à cette aspiration où on veut aller jusqu'à ce que nos États soient pratiquement fondus en un seul État africain. Mais si on passe par ces procédés, il n'y aura jamais la confiance pour que quelqu'un accepte de céder sa souveraineté dans cet État africain que nous recherchons. Le deuxième élément, ça peut servir d'école pour ceux qui font les coups d'État et ceux qui veulent faire les coups d'État. On peut extrader une personne sans que ça passe par tout ce que les amplificateurs ont dit
à l'époque, juste après le coup d'État, il faut venir le chercher au Togo par la force. D'autres ont dit que le Togo n'a pas le courage. On a tout vu. Mais bon, comme c'est des gens qui ne savent pas ce que veut dire un État, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'avais dit ici à l'époque, un État fonctionne et ce qui va se faire sans les médias, ça va se faire sans bruit. Les gens n'ont qu'à respecter un certain nombre de procédures. La suite maintenant, ça sera au niveau du Burkina. C'est au Burkina de prouver qu'ils ont eu raison de demander son extradition parce qu'ils ont des éléments contre lui, mais ils ont eu raison également de demander son extradition parce qu'on va le juger conformément à la loi. Ses droits vont Justement, être respectés. À ce niveau des inquiétudes qu'on a pu lire, notamment dans les médias sociaux, est-ce que Paul-Henri Damiba aura droit à un procès équitable? Et on sait que le Burkina Faso vient de restaurer la peine de mort, le pays donc est sorti de la CPI. Est-ce que dans ces conditions-là, l'accusé pourrait donc bénéficier justement d'un procès équitable? Si le Burkina respecte ce avec quoi il s'est entendu avec le Togo, il l'aura. Puisque dans ce fameux communiqué, il est dit également que la garantie concerne, première chose, le respect de ses droits. Deuxième chose, le respect de ses droits durant toute la procédure. Deuxième chose, le droit à un procès équitable. Troisième chose, l'absence de la peine de mort. C'est écrit noir sur blanc sur le communiqué du Togo. C'est pourquoi je dis, au niveau du Togo, il y a un communiqué qui a été émis qui explique dans quelles conditions le Togo a accepté d'extrader Damiba. Le Burkina ne nous a pas encore fourni un communiqué pour nous dire qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui ne va pas être fait. C'est pourquoi je dis la balle actuellement est dans le camp du Burkina. C'est là-bas on va voir est-ce que les garanties dont parle le communiqué au niveau du Togo sont réellement des garanties ou pas. Et le Burkina a intérêt à ce que ces garanties soient respectées. Puisque demain, on peut vouloir avoir une autre extradition. Si les garanties n'ont pas été respectées, le Burkina risque de ne plus avoir la possibilité d'avoir une extradition, quel que soit le pays auquel il va s'adresser. Le président Ibrahim Traoré, dans un entretien accordé à des médias à Burkina en décembre, avait déclaré que les autorités du pays, chaque jour, que Dieu fait, travaillent à justement déjouer des tentatives. Cela dit, le pays est encore resté empêtré dans ces situations sécuritaires instables. Mais comment aujourd'hui évolue concrètement la situation sur le terrain? Difficile à dire c'est quoi la stabilité au Burkina, puisque quand on voit le nombre de tentatives de coup d'État, l'instabilité dépasse la question du terrorisme. Parce que la question du terrorisme est une forme d'instabilité. Non seulement ça dépasse la question du terrorisme, mais dans toutes ces tentatives de coup d'État, il y a des militaires. Et pour moi, c'est ça qui pose le plus donc des complots problème. En interne. Oui. Quand on regarde les choses en face, quand on ne se voile pas la face, c'est comme si aujourd'hui, au niveau de l'armée du Burkina, on a tout sauf une cohésion. Parce que dans une armée où il y a une cohésion, on ne devrait pas retrouver autant de coups d'État. C'est là où il faut aller chercher peut-être les causes. Pourquoi il y a tous ces éléments, alors que le Burkina est dans une situation où son armée devrait plutôt faire preuve d'une véritable cohésion pour pouvoir vaincre l'autre instabilité qui est là et qui est le terrorisme. Aujourd'hui, l'ex-président de la transition extradé donc vers le Burkina Faso. Dans ce contexte, quelle analyse faites-vous maintenant de la posture, de la position du Togo vis-à-vis de l'AES? Le Togo qui a, sur les médias, on a pu le lire, accusé de peut-être trop protéger l'ex-président. Ça montre que ce qui se passe dans les médias sociaux n'a rien à voir avec la réalité. J'avais dit sur ce plateau, l'extradition de Damiba ne vaut pas les relations entre le Togo et le Burkina. Donc l'accusation, l'analyse de penser que le Togo mènerait une politique de 2 poids 2 mesures, c'était donc une analyse biaisée finalement. En fait, ce n'est même pas une analyse biaisée, tu as une analyse de partisans qui disent qu'il doit le livrer, parce que certains ne parlaient même pas d'extradition, ils parlaient de livrer, c'était très clair dans leur expression. Il y a d'autres qui avaient également une analyse de partisans qui sont pour Damiba, qui disaient que le Togo n'ose pas le livrer parce qu'il n'est pas venu seul, il y a eu la CEDEAO, etc. C'est vrai qu'il y a tous ces protocoles qui rentrent en ligne de compte, mais
l'extradition existe dans les textes de tous nos pays. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Damiba est responsable de ce qu'on lui reproche? Parce que s'il est responsable de ce qu'on lui reproche, mais quand on te reçoit dans un pays, que tu sois un opposant civil ou un militaire comme lui, mais il y a des conditions qu'on t'impose. Pour te dire, nous pouvons te recevoir, mais voilà dans quelles conditions on peut te recevoir. D'ailleurs, souvent même là où tu habites, tu n'as même pas la liberté de le choisir, les gens qui vont te rendre visite, etc. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Maintenant, si Damiba est allé dans le sens de ne pas respecter ces conditions, surtout si les accusations en termes de tentative de coup d'État sont vraies, Damiba met finalement le Togo dans une position inconfortable où on dit que le Togo est un soutien de l'AIS et en même temps, à partir du Togo, on organise un coup d'État contre un pays de l'AIS, de Burkina. Ça pose problème en matière de logique et en matière de cohérence. C'est pourquoi ici, il faut attendre encore que la justice burkinabé fasse son travail, qu'on ait des éléments concrets pour savoir ça a été quoi exactement le rôle du Togo dans cette affaire-là. Parce que n'oublions pas que Damiba avait été reçu au Togo pour éviter une guerre fratricide entre deux parties de l'armée au niveau du Burkina Faso. L'instabilité donc ressentie dans ces différents pays, comment cela peut influencer sur l'organisation dans son ensemble? En fait, nos pays doivent pouvoir avoir des relations de façon telle que aucun pays n'accepte que l'autre ne soit déstabilisé à partir de son territoire. On a eu la tentative du Bénin avec Tigri, dont le cas est plus clair, parce que lui, on l'a pris la main dans le sac. Ce n'est pas quelqu'un, on va dire, il faisait tentative ou quoi, il était en plein coup d'État. Je ne sais pas dans quel pays il se trouve, mais il va devoir se cacher davantage parce que voilà un exemple qui montre que lui également, il doit pouvoir être extradé parce qu'il y a des faits probants pouvant amener le Bénin à demander son extradition. Dans ce cas, il faut d'abord savoir où il se trouve. Tout à fait. Il faudrait d'abord le Bénin sache à qui il doit s'adresser pour demander cette extradition. Et pour moi, il faut que ces principes-là soient respectés. Pas seulement par rapport au Burkina, par rapport au Bénin, par rapport à tous nos pays. Et cela va permettre d'apaiser une relation qui est parfois faussée par des amplificateurs qui racontent ce qu'ils veulent, qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité. Et même sur ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, mais le Sénégal en a extradé à partir des États-Unis. Puisque par moment, vous avez quelqu'un vraiment qui raconte ce qu'il veut, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité du pays, qui allait même dans le sens un peu d'opposer des groupes sociaux à l'intérieur du pays. Mais le Sénégal a fait la démarche qu'il faut, mais ce monsieur s'est retrouvé en prison au niveau du Sénégal. Peut-être aussi qu'on pourrait, vous pouvez citer des noms pour justement partager des exemples ayant existé sur le sujet. Le cas, par exemple, aussi entre le Ghana et la Côte d'Ivoire avec Blé Goudé à l'époque. Le Ghana a été donc obligé donc, de faire sortir le... Oui, tout à fait. Du temps de la crise en Côte d'Ivoire, n'oublions pas qu'une bonne partie des Ivoiriens s'étaient réfugiés au niveau du Ghana. Quand j'ai dit une bonne partie, ce n'était pas seulement les populations qui ont tendance à fuir, mais même les responsables du pays. Ces gens ont voulu s'organiser à partir du Ghana, ce que le Ghana n'a pas accepté. Mais ils ont dû quitter le Ghana pour aller ailleurs. Vous avez le cas de la République centrafricaine avec Bozizé. Il avait été sur un accord envoyé au niveau du Tchad, qui n'est pas loin. Les mêmes accusations ont été faites par rapport à lui en disant il est derrière CPC, c'est lui l'aile politique. On l'a éloigné en le faisant quitter le Tchad pour l'amener au niveau de la Guinée-Bissau. Mais le même cas s'était posé entre Idriss Déby et Hissène Habré du Tchad. On a envoyé Habré au Sénégal. Il s'y est installé pendant longtemps. Mais quand, avec les questions j'oublie l'expression juridique qui permet de juger quelqu'un même quand la personne n'est pas dans son pays, mais il a été poursuivi. Le procès par contumace. Non, pas le procès par contumace, puisqu'il a été jugé au Sénégal même. Mais il a été jugé au Sénégal alors qu'il s'est bien installé au Sénégal, de sorte que même quand on l'arrêtait, le quartier où il habitait, les populations se sont soulevées contre son arrestation puisqu'il était devenu pratiquement un Sénégalais. Mais il y avait des choses à lui reprocher à cause de cette chose avec la compétence universelle, c'est le mot que je cherchais. Il a été jugé au Sénégal, pourtant il n'est pas sénégalais. Ses victimes n'étaient pas des Sénégalais, c'était plutôt des Tchadiens. Merci, Boadou Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.